batelani Kongo. Yahweh, Yahweh, bénissani Kongo. Yahweh, Yahweh, batelani Kongo. Vous avez intérêt de choisir Ecopolis RTV pour vous informer d'une manière sérieuse et responsable, messieurs et dames. Salutations spéciales et bienvenue à ce grand rendez-vous d'actualité. Plusieurs grands acteurs de la ville de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, sont devenus de garage 2 mois après le communiqué officiel du maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, sur l'évacuation de véhicules abandonnés sur les différentes routes. Mais à ce jour, la situation reste inchangée. Les détails dans ces reportages suivants. 2 mois après les communiqués officiels numéro 051-00-HV-MAT 2025 du maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, relatif à l'évacuation de véhicules stationnés sur les différentes routes de la ville de Matadi, chef-lieu et ville pilote du Congo central. Malheureusement, les constats restent préoccupants. À ce jour, notre caméra a sillonné plusieurs grands acteurs de la ville, notamment la route Nkalankala, la nationale numéro 14, communément appelée route Ango, à la place Arenfumbois, ainsi qu'à la place Louange Bar Béatitude sur la route nationale numéro 1. Les constats est le même. Sur place, cette situation semble inchangée. Le véhicule continue d'occuper la chaussée malgré les instructions données par l'autorité urbaine. À ce jour, c'est communiqué paraît lettre morte. Les automobilistes, les motocyclistes ainsi que les piétons dénoncent les embouteillages auxquels ils font face quotidiennement en raison de cette situation qui complique davantage la circulation et met en péril la sécurité routière. Et poursuivons ce journal avec une nouvelle après un temps d'arrêt observé ces dernières semaines. Ce mardi 3 mars 2026, les travaux de réfection sur la route nationale numéro 1 au niveau du rond-point Kinkandaï ont repris sur place. Les engins ont de nouveau fait leur apparition. La relance effective de ces travaux d'intérêt public longtemps attendus par les automobilistes, motocyclistes et piétons. Cette reprise suscite un soulagement aux usagers et ces travaux interviennent au bon moment afin de désengorger les embouteillages dans les routes. Et autre chose à présent, dans ce journal, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vit organiser la politique des affaires coutumières en République démocratique du Congo. Il a formulé plusieurs attentes pour aboutir à ces objectifs. L'élaboration de grandes lignes des affaires coutumières, la dotation au pays d'une base de données fiable et actualiser les entités coutumières et leurs animateurs et intégrer le peuple autochtone, la population pygmée pour leur participation à la vie nationale et d'autres attentes. C'est ce qu'il a déclaré dans son discours lors de l'ouverture du Forum national des affaires coutumières qui se tient à Kinshasa depuis hier lundi 2 mars 2026. Suivant cet extrait choisi par la rédaction. Je formule à cet égard plusieurs attentes précises. La première, c'est élaborer les grandes lignes d'une politique nationale des affaires coutumières qui clarifie les rôles, les responsabilités, les critères de légitimité et l'articulation avec les institutions de la République. La deuxième attente,
est de doter le pays d'une base de données fiable et actualisée des entités coutumières et de leurs animateurs légitimes afin d'éviter les confusions, les manipulations et les conflits de succession qui fragilisent nos communautés et ouvrent la porte aux ingérences. La troisième attente est celle d'intégrer pleinement les peuples autochtones, notamment les populations pygmées, dans cette architecture en respectant leurs spécificités, leurs droits et leur participation à la vie nationale. Une république ne laisse aucune de ses composantes au bord du chemin. La quatrième attente est celle de vouloir renforcer le rôle de médiation et de prévention des conflits des autorités coutumières, qu'il s'agisse de différents fonciers, des conflits intercommunautaires, de la coexistence entre agriculture et exploitation minière ou des tensions liées à la gestion des ressources naturelles. Enfin, la cinquième attente est celle de promouvoir la place des femmes et des jeunes dans les dynamiques coutumières. Notre tradition vivante doit dialoguer avec les exigences de notre temps en valorisant toutes les forces vives de la communauté. Vénérables chefs, vous n'êtes pas seulement les gardiens de la coutume, vous êtes aussi les premiers responsables locaux du vivre ensemble, les gardiens des terres, les témoins de l'histoire, les médiateurs dans les moments de crise, les premiers recours lorsque l'État est loin ou lorsqu'il tarde à se manifester. Et restons toujours dans les discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a insisté pour que nos coutumes ne soient pas instrumentalisées à des fins politiques ni mercantiles, mais plutôt au service du bien. On le suit encore à nouveau. Le monde change vite. Les technologies bouleversent le mode de vie. Les jeunes générations sont connectées à des imaginaires planétaires. Dans ce contexte, certains pourraient être tentés de considérer la coutume comme un vestige du passé. Je crois exactement l'inverse. Une tradition figée se meurt. Une tradition qui se laisse interroger, éclairer, enrichir, sans en perdre son âme, devient une force. Notre défi est donc de faire en sorte que la coutume ne soit ni instrumentalisée à des fins politiques ou mercantiles, ni enfermée dans les seules pratiques du passé, mais au service du bien commun, l'unité nationale, la paix, la dignité et le développement. La sagesse africaine nous enseigne qu'un arbre ne tient debout que par ses racines. Un peuple qui renie ses racines se condamne à l'errance. Un peuple qui sait d'où il vient est mieux armé pour savoir où il va. Et autre chose, dans ces journaux, le gouvernement de la République démocratique du Congo salit les sanctions imposées par les États-Unis d'Amérique à l'encontre de forces de défense rwandaises et certains de leurs hautes responsables accusés d'implication aux côtés du mouvement rebelle AFC M23 qui sème de la terreur dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les détails dans ces récits suivants. Ces sanctions prises par le département du Trésor américain à travers l'Office of Foreign Asset Control font suite aux accusations d'implication directe de forces rwandaises aux côtés du mouvement rebelle AFC M23 dans les opérations militaires menées dans la partie est de la République démocratique du Congo. Dans son communiqué publié le 2 mars 2026, Kinshasa considère ces mesures comme un signal clair en faveur du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du pays. Le gouvernement souligne que cette décision
renforce l'exigence de cohérence entre les engagements diplomatiques pris au niveau international et la réalité des opérations sur le terrain. Les autorités congolaises rappellent que la stabilisation durable de l'Est et l'ensemble de la région des Grands Lacs passe par la cessation de tout appui aux groupes armés, le respect strict du droit international et la mise en œuvre effective des accords conclus pour ramener la paix. Enfin, la République démocratique du Congo exprime sa reconnaissance envers Washington pour son implication constante et son leadership diplomatique, tout en réaffirmant sa détermination de travailler avec ses partenaires régionaux et internationaux pour restaurer pleinement la paix, la sécurité et l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Et poursuivons ce journal. Arusha, une ville tanzanienne, s'apprête à vivre un sommet sous haute tension le samedi 7 mars 2026, où le chef d'État de la communauté d'Afrique de l'Est s'y retrouveront pour leur 25e rendez-vous. Le point avec Abdelaziz Bourbois. Suivons. La République démocratique du Congo face à ses partenaires ennemis au 25e sommet de l'East African Community EAC en sigle qui se tiendra à Arusha en Tanzanie le samedi 7 mars prochain. Au programme officiel, une caution douanière unique, une nouvelle stratégie de développement et des nominations. Mais dans les coulisses, un seul sujet brûle toutes les lèvres. Il s'agit de la guerre dans l'est de la RDC et le fossé qui se creuse entre Kinshasa et ses partenaires régionaux. Le thème choisi pour ce sommet est « Approfondir l'intégration pour améliorer les conditions de vie des citoyens de l'EAC ». Le chef d'État devront examiner le rapport du Conseil, le financement du budget, l'intégration des nouveaux membres et la nomination d'un nouveau secrétaire général. Rappelons que lors du 24e sommet en novembre 2024, la RDC avait pris ses distances. Le président de la République, Félix Tshisekedi, était absent, laissant la place à une passation de pouvoir entre Salva Kiir et William Ruto, successivement président du Sud-Soudan et celui du Kenya. Et parlant de l'information au niveau international, la France se dit prête à participer à des actions défensives au Moyen-Orient. De quoi pourront-ils s'agir concrètement? France 24 nous fait le point. Suivons. Après la frappe de drone qui a touché ce hangar de la base navale française aux Émirats arabes unis, la France va-t-elle riposter contre l'Iran? Elle renforce sa présence dans le Golfe avec 2 navires en route vers la mer Rouge. Il s'agit d'assurer la sécurité de nos emprises, de nos bases, de nos personnels militaires dans la région. L'urgence pour la France, sécuriser le ciel de ses alliés. La moindre des choses, c'est de mettre en place des systèmes de défense aérienne qui puissent protéger et les pays avec lesquels on a des accords de défense et nos propres forces. Mais Paris pourrait aller plus loin, en frappant par exemple des rampes de lancement de missiles ou de drones iraniens, ou encore les bases navales du régime des Mollahs. Pour intervenir militairement, la France dispose d'une présence significative dans la région, avec plusieurs bases. Face aux côtes iraniennes à Abu Dhabi, 900 personnes. Le commandement de la zone d'opération pour le Proche et le Moyen-Orient. Mais aussi, plus au nord, en Irak et en Syrie, 1200 soldats engagés dans l'opération Chamal. Au Liban cette fois, environ 700 casques bleus auprès de l'ONU et en Jordanie sur une base aérienne, plusieurs avions Rafale. Enfin, à Djibouti, une base logistique et opérationnelle forte de 1500 militaires environ, soit au total près de 5000 personnes. Selon nos informations, une liste d'objectifs militaires se trouve sur le bureau d'Emmanuel Macron. C'est par cette note internationale que nous bouclons complètement cette édition du journal. Et merci de nous avoir suivis. Bonne chute de programme sur les antennes d'Ecopolis RTV. Au revoir.